Mais bon, je te rassure, on n'a pas beaucoup de pluie. Hein. Non, mais ça, puis ça sent pas le moisi, quoi. Il y a de l'air là-bas. Ah, pas du tout. Non, non. On a quand même de l'humidité dans le bateau. Hein. Ouais. Bah, j'imagine que. Mais ici, là, on en a pas mal en ce moment, là, dans les coffres, dans les armoires. Pourtant, on a tout isolé, hein, tout est isolé, mais ça finit par condenser à force. Bah, on a un sacré taux d'humidité hein, dehors, c'est terrible. Ouais. Bon, bah, on va peut-être commencer du coup. L'avantage ici. Comment? L'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a quand même une majorité de soleil par rapport à vous. Ouais. Oh, mais non. On en a quand même. C'est ce qu'on vous fait croire, mais non, en fait. On va, justement, c'est pour ça qu'on va en Méditerranée, pour voir si c'est vrai, parce que ça nous paraît bizarre. Ouais. D'accord. Bon, on pourra se rejoindre comme ça. Voilà. Bah là, on verra au printemps. Hein. Bon. Bon. Venez au printemps, vous avez carrelage. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il y a Adrien qui est là, super. Salut Adi. Je sais pas s'il nous entend. Tu nous entends, Adrien? Ah, j'avais mis mon casque. Bonjour. On commence par les travaux. Ouais. On va faire un petit tour des travaux de la semaine là, qui était assez intense. Ouais. Bah, tu peux peut-être commencer. Bah, disons en gros, on va parler du bilan on va faire un bilan sur les travaux. Après, on va parler de nos partenaires SVB qui ont répondu présents, et puis on va vous tenir un petit peu au courant là-dessus par rapport au matériel qu'ils nous proposent et puis aux exigences qu'ils peuvent avoir. Et puis, si Alain se joint à nous, Alain, c'est un navigateur suisse qui gère tout ce qui est blog. Il a monté des blogs de voyage, de navigation pour pouvoir suivre tous les bateaux qui partent. Et il nous propose donc, c'est lui qui va faire notre blog où on va être suivi en permanence sur le blog avec toujours la météo locale, l'état de la mer local et puis tout un tas d'autres petites d'autres petits services en fait, plein de choses qu'il va pouvoir rajouter. Il essaie de monter quelque chose à la demande. Donc ça va être à nous et à vous de proposer des choses que vous aimeriez qu'on retrouve là pour nous en bateau là par rapport au bateau interactif, mais aussi après si vous êtes intéressé, si vous voyez que ça peut être intéressant aussi pour vous après d'avoir un truc, si vous décidez de partir ne serait-ce que faire un tour d'Atlantique ou autre, pour tenir la famille au courant en permanence, voir si à votre avis il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc ça sera l'occasion de tester avec le nomade, voir un petit peu comment ça marche. Donc pour le bilan travaux, pour le bilan travaux, on n'arrête pas, c'est pour ça qu'on a une tête un peu fatiguée ce soir. On a monté, une fois qu'on a monté l'enrouleur dans l'atelier, ce qu'on avait fait la semaine dernière, il a fallu le monter sur le bateau. Donc on a changé le bateau de port pour être plus près du gréeur. Il nous a déposé l'enrouleur au pied du bateau et avec mur, on a pu le monter directement sur l'eau. Donc tout s'est bien passé, il était nickel bien coupé. Le réglage était parfait, ça s'est passé très vite finalement. Donc ça c'est bien, on est content de l'enrouleur, il a l'air de fonctionner. On attend maintenant avec impatience le génois qu'on a fait retailler, parce qu'on a fallu qu'on fasse retailler la ralingue pour qu'elle puisse être adaptée au nouvel enrouleur. Comme beaucoup de choses aujourd'hui, ils changent les normes. À chaque fois que ça évolue le matériel, on change les normes, donc on est obligé de changer ce qui va avec. Donc voilà, c'était ce qu'on a fait. On a fait... ah oui, un gros truc qui était pas marrant. On a refait le réservoir... j'ai vérifié le réservoir à gasoil. Parce qu'on a un réservoir gasoil inox qui se trouve à l'arrière de 90 litres. Mais quand le bateau gîtait, en fait, il y a un regard, une petite trappe qui a été taillée dans le réservoir. Et quand le bateau gîte, il y avait du gasoil qui s'échappait par là quand le réservoir était plein.
Donc, au niveau odeur, au niveau... c'était pas terrible. Au niveau confort de bord, on avait cette odeur de gasoil. Donc, j'ai tout dégagé la plaque, j'ai refait les joints et j'en ai profité pour vidanger entièrement le gasoil et nettoyer entièrement le réservoir. Alors, il y avait des dépôts au fond, des dépôts noirs, ça c'est ce qu'on retrouve souvent dans les stations-service, on voit ça dans les jerrycans. Mais finalement, il n'y avait pratiquement pas de champignons qui s'est mis, vous savez, c'est le truc un peu visqueux qui va boucher. Il n'y en avait pas. Vu qu'on met du produit régulièrement bactéricide, ça fonctionne assez bien apparemment. Et puis le bateau tourne pas mal. Donc en fait, comme on vit dedans tout le temps et qu'il tourne régulièrement, je pense que le fait d'avoir un renouvellement constant de gasoil, ça doit éviter aussi ce phénomène d'encrassement avec des bactéries. Donc ça c'est très bien fait. Il n'y a pas eu de souci. En travaux, je regarde ce que j'ai fait aussi. Oui, on a fini avec Mu, on a fini de gratter le plancher du bateau parce qu'on avait un plancher qui était très foncé. On en commençait à souffrir, on avait besoin d'un peu d'air. Donc on l'a complètement décapé, on l'a retraité. On l'a vitrifié. Voilà. On l'a De vitrifié. toute façon, il y a la vidéo qui est est sortie sur le groupe ce soir. Hein, donc, oui. Si vous voulez voir la vidéo, elle est disponible. Ouais. Voilà. Et enfin, la dernière chose, dernière surprise, c'est quand on est allé faire monter l'enrouleur, on avait notre grand voile, on ne l'a plus, donc puisqu'on en refait une nouvelle et on s'est débarrassé de l'ancienne. Donc on n'a plus de grand voile, on n'avait pas de génois forcément, puisqu'on n'avait pas d'enrouleur. Donc on a monté la trinquette qui nous reste pour pouvoir éventuellement s'en servir en cas de panne. Et j'avais remonté mon mouillage à bord pour pouvoir éventuellement, s'il n'y avait pas de moteur, mouiller rapidement et puis pour avoir le temps d'agir. Tout fonctionnait très bien. Et puis arrivé au port, Mu me dit tiens, je vais te monter en haut du mât pour fixer l'enrouleur. Et on a essayé de monter avec le guindeau pour faciliter. Elle a des gros bras, mais quand même. Donc, panne guindeau à ce moment-là. Ce qui fait que je l'ai démonté au retour. Et en fait, j'ai retrouvé une espèce de pâte mélange eau de mer et huile dans mon guindeau. Donc il fonctionnait. Après j'ai nettoyé le charbon, tout ça, le moteur électrique tourne, mais le problème c'est que même le guindeau il pourrait remarcher, mais il fonctionne dans un mélange eau de mer et huile, donc une espèce de substance jaunâtre pâteuse qui engendre rien de bon, qui va risquer de nous poser pas mal de problèmes par la suite si on le laisse comme ça, quoi. Parce que à mon avis, tout ce qui est engrenage va souffrir et ça va finir par se bloquer de toute façon. Donc démontage du guindeau et puis là j'en suis là et ça fait 2 jours que je suis en train de démonter ce truc là. J'ai tout nettoyé le moteur électrique, bon ça tourne, mais le problème mécanique, il va falloir que je trouve des joints, il y a des joints toriques et des choses comme ça à changer. Enfin voilà, pour les travaux, on ne s'est pas ennuyé. Non, il y avait de quoi faire. Hein. Ouais. Donc maintenant, je vais passer la parole à Mu pour... Oui. Alors, on a eu un retour d'SVB, puisque ils étaient déjà partenaires pour des vidéos sur la sécurité. Donc, ils sont OK pour être à nouveau partenaires avec nous, avec quand même une condition, c'est d'avoir... de belles images, de belles vidéos, parce qu'en fait, une fois que la vidéo est tournée, ou les photos, il faut leur transmettre les photos et eux ils mettent ça en fait sur leur site. Donc la dernière fois qu'on a travaillé avec eux, les photos n'étaient pas de très bonne qualité. Et en fait ils veulent vraiment de très bonne qualité en 4K. Donc on avait de toute façon l'intention d'acheter une nouvelle caméra. C'était pas dans les priorités tout de suite puisqu'on est encore dans les travaux.
Mais la condition, c'était d'avoir du bon matériel pour pouvoir retravailler avec SVB. Donc demain, on a une visio à 11 h avec donc une personne chez SVB. Et là, on va voir ensemble les délais et les priorités par rapport à ce qu'on leur a demandé. Alors, je refais juste un petit récap. On avait demandé un nouvel AIS, un log speedo. On avait aussi demandé de l'anti-fouling. Et puis on avait demandé c'était quoi le dernier? C'était pour nos ordinateurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un onduleur. Donc on va voir ensemble demain, sachant que nous, on va sortir le bateau du 12 au 19 mars. Donc on va dire que tout est en priorité. Bon, l'AIS, on peut l'installer à flot, il n'y a aucun souci, mais pour le log speedo et puis pour l'anti-fouling, là il nous faut vraiment un peu avant quand même qu'on mette le bateau sur le terre-plein. Donc voilà, donc je voulais aussi vous dire que grâce à vos dons, donc janvier et février, on va dire jusqu'au 10 février, les sommes récoltées ont permis du coup d'acheter une caméra. Donc c'est une caméra qui est en 4K jusqu'en 8K. Alors bon, je l'ai pas encore, j'ai déjà ouvert, mais j'ai pas encore pu l'étudier. J'ai regardé quand même sur internet, j'ai fait pas mal de recherches. Donc c'est une caméra qui va filmer en 360 avec un micro externe et un micro interne. Donc a priori il devrait y avoir un très bon son et surtout une très bonne qualité de vidéo et de photos. Voilà, donc grâce à vos dons, eh ben, on a pu investir dans cette caméra, donc ça c'est super chouette quoi. Donc ça c'est pour SVB. Et puis je ne sais plus pour la partie partenaire pour le moment, voilà, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Le matériel qu'on a demandé, ça représente, je ne sais plus combien au niveau prix en tout, parce qu'on a un AIS qui est dans les 3000 €, parce qu'on a quand même un AIS, log speedo, l'anti-fouling, c'est quand même pas donné, parce qu'on met quand même, je crois, 3 couches, hein. Ouais. Donc voilà, ça représente un peu d'argent. Concernant l'onduleur, moi je sais que grâce à la vidéo de Odin, là j'avais acheté un onduleur, moi un 2500 watts, un Vevor chez SVB, il est vraiment chouette. Ouais, c'est celui-là c'est celui-là qu'on a demandé. Ouais. C'est celui-là. Ouais. Et alors petite question justement Yann, il ne fait pas de bruit ton onduleur parce que celui qu'on avait là, c'est infernal quoi. Non. Aucun bruit. Non. Bon, bah ça c'est super. Non, aucun bruit. Et puis, moi, bon, j'ai pas l'affichage, il est dans le coffre avec les batteries. Mais j'ai la petite télécommande là et j'allume avec ça. C'est vraiment super quoi. Et la puissance y est, hein, parce que l'autre jour, justement, j'ai voulu faire un petit essai au port et puis je voyais la charge de batterie n'était pas très élevée. J'étais à 11 volts. Je dis, tiens, c'est bizarre. Bon. Et puis j'ai continué à faire ma petite chose, j'ai fait ma bouilloire, mon café, puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais mon radiateur de 1000 watts qui était allumé depuis une demi-heure. Ça marchait parfaitement bien quoi. Donc non, vraiment j'en suis super content. Bon, on a fait le bon choix alors. Ouais. C'est ce qu'on avait vu, mais pareil, comme on suit aussi le voilier Odin, c'est une chaîne qu'on aime bien, donc on se contacte assez souvent, donc c'est pareil, quand on a cherché. C'est vrai, c'est pareil, c'est sur Maïna aussi que j'avais vu là pour faire les joints des parquets. Là, je sais pas comment vous avez fait exactement, mais eux, je sais qu'ils faisaient au marqueur, là, ils faisaient les lignes noires. Là, ils étaient encore pas trop mal, donc ça a été. On n'a rien eu à faire. Mais bon, maintenant, ça donne un super rendu, c'est beaucoup plus clair. Déjà que c'est vrai qu'on est assez, on est un peu comme dans une cave, donc et puis on a quand même encore du bois un peu plus foncé. Et là, du coup, ça rehausse, et ça donne un peu plus de lumière, quoi. Donc, bon, c'était un sacré boulot parce qu'on le fait pas vraiment à la ponceuse, nous on le fait avec je sais plus, ouais, c'est ça. Donc non, mais c'est bien. Bon, après il faut essayer de le faire quand même régulièrement parce que nous on a quand même laissé traîner quelques années et puis au bout d'un moment, il y a plus de protection et tout reste bien imprégné dans le bois. Donc on va essayer d'être un peu plus, de le faire un peu plus souvent. Oui. En fait, c'est tellement de travail que on le trouve pas joli. Puis quand on voit le travail qu'il faut pour le faire, du coup finalement il peut encore faire un peu.
Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Puis quand on habite dessus, on est tout le temps en train de s'en servir Ouais. finalement, donc Ouais. on n'a C'est ça. pas de pause. Il y a plein de choses qui sont plus difficiles à faire quand on habite sur le bateau, parce que soit il y a des odeurs, soit il y a des trucs, on n'a pas envie de respirer. Tout. Là par exemple, Ah oui, c'est sûr. quand je vais refaire le réservoir, ça va être à l'époxy, gel coat, donc tout ça dans le bateau, c'est pas terrible. Mais heureusement, on va être à terre. Et théoriquement, il y a Alain qui s'occupe qui est navigateur, là, qui a un grand bateau, Qui s'occupe de Skipper Blog. de ouais. Skipper Blog. Il va pouvoir, éventuellement, il nous a proposé de nous héberger sur le bateau. Donc, Ça évitera de s'intoxiquer, quoi. et puis de transformer un temps le bateau en chantier intérieur sans trop de problèmes pendant 3-4 jours, quoi. Et vous allez dans quel port? On va Au Croesti. au Croesti. Ah d'accord. On n'est pas loin. Bon, vous vous rapprochez de l'Arzal, c'est bien. Ouais, doucement, ouais. Ouais, parce que le Croesti, c'est pas le port le plus sympathique, mais c'est le mieux équipé pour le carénage, dans le coin, là. Donc, il a un grand espace, on sort le bateau, il nous confie les hydronettoyeurs, on a tout ça, il y a une grande chaîne d'hydronettoyeurs, on peut nettoyer. Aussitôt que le bateau est propre, il redéplace, il le stocke un peu plus loin, ce qui fait qu'on n'a pas les éclaboussures des autres, on est tranquille, quoi. Ce qui n'est pas le cas ici du tout à Quiberon, quoi. On fait tout au même endroit. Et quand on avait refait la peinture il y a 2 ans, la peinture du Nomade il y a 2 ans, enfin voilà, tu as toujours des projections, il faut essayer de protéger. C'était la peinture Ouais, la peinture du haut, de du la haut, coque. pas de la coque, quoi, pas d'anti-fouling, donc c'était pas Ouais, facile. c'est clair. Les œuvres mortes. Là, les C'est œuvres ça, mortes, les c'est œuvres ça. mortes, ouais. Voilà. Je pense que Alain n'est pas là du coup. Bon, Non. Du coup, on verra. De toute façon, pour le blog, on fera une spéciale blog justement pour voir tous ensemble. Mais vous pouvez déjà commencer à réfléchir si vous avez des idées qui seraient intéressantes à mettre sur le blog, ce serait bien. Ouais. Nous, on va Moi, essayer. Oui. j'ai une question déjà là, parce que le Superblog, bon, je devine un peu ce que c'est quand même, mais c'est rattaché à une page Facebook, c'est indépendant, ça coûte de l'argent, ça Non. fonctionne comment? Non, Moi, ça m'intéresse, dans quelques années, je compte partir, donc Ouais. Effectivement, ça permet de tout garder, en Ouais. film, en vidéo et autres. C'est ça. C'est bien. C'est que c'est pas du tout rattaché à Facebook, hein, Pas du tout. c'est un truc à part. Tu as plusieurs versions. Après, les versions sont gratuites à la base. Et après, tout dépend combien tu veux stocker en vidéo, En images, tout ça. Ouais. en tout ça. Mais par contre, pratiquement tous les autres services sont gratuits, quoi. Ouais. Et puis il y a pas mal de fonctionnalités. Donc déjà pour le mode gratuit, il y a pas mal de choses. C'est vraiment bien, quoi. Ouais. Après, le mode Donc, payé. Oui, vas-y. il faut chercher sur internet Superblog ou Skipper, c'est ça? Skipperblog. Skipper Ouais. Blog. Superblog. Ouais. Mais de toute D'accord. façon, comme ça, si tu veux, on va faire un lien. Que si tu as besoin d'aller voir, tu passeras par le lien. Comme ça, tu vas bénéficier direct de tous les avantages que tu peux avoir en plus du fait que c'est gratuit. Mais ce que je veux dire, c'est que il a ce service-là, un service qui est pas très cher à côté, et il fonctionne surtout pas mal. C'est sur les gens où là c'est plus cher, c'est le système pro. Parce qu'ils s'en servent pour ceux qui vendent de la croisière en cabine, de l'école de croisière éventuellement, où là, forcément, il fait payer. Ils ont la possibilité de réserver en ligne des places. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça, où là, c'est plus cher. C'est un outil de travail pour lui, là, pour développer son business. C'est ça. super. Donc là, cette partie-là est beaucoup plus chère, quoi, parce que c'est quelque chose qui va correspondre à des professionnels, mais pas pour nous. Ouais, c'est le site où on voit le petit bateau circuler le long d'un trait, sur un trait, c'est ça? Il fait ça, Il fait oui, ça, oui. et c'est une tête C'est marrant, ça. de marin, un marin barbu. J'avais mis le lien, il me semble, quand j'en ai Ça me parlé. parle un peu, ouais. Mm. Faut juste que tu redescendes sur le
le mur du groupe, là, tu Ouais. devrais le retrouver. Mais sinon, on peut t'envoyer le lien en message privé, il n'y a pas de souci. Et, Ouais, pourquoi pas. et nous, on a trouvé ça intéressant parce qu'on pouvait mettre par exemple la météo, savoir quel type de. Si on a une mer plutôt agitée, s'il y a d'où viennent les vents, savoir. Donc ça permet aux gens qui vous suivent de savoir, sachant que sur le blog, ça apparaît toutes les heures. C'est remis à jour toutes les heures. Donc on sait toutes les heures où est la personne et quel type de temps il va avoir, quoi. S'il est à l'arrêt, s'il navigue, si. La météo se met automatiquement ou c'est vous qui l'intégrez Non. dedans? On peut le demander et Ouais. il le fait automatiquement. C'est fait dans le blog. C'est-à-dire que vous demandez à voir la météo et la météo arrive directement. Après, vous pouvez le faire aussi vous-même si c'est un choix. Hein. C'est un choix. Ah. Mais là, l'idée, c'était ça, quoi. C'est probablement une option aussi. Je crois que c'est dans l'option, mais pas pour les professionnels. Ça doit être pour le deuxième seul. Mais il y a la météo classique qu'on peut avoir gratuitement. C'est-à-dire que là, il n'y a peut-être pas les vagues ou des trucs comme ça, mais c'est fait. Il y a quoi. Toute la version gratuite. Je pense que c'est sur Windy qui doit C'est ça, c'est sur passer. Windy. Hein. Ouais. Ouais. Pour la météo, il a un accord avec Windy. Donc comme tout ce qui est gratuit sur Windy, c'est gratuit sur le blog. Bonsoir Hervé. Bonjour. Salut, Je suis en Hervé. retard. Moi, j'étais au téléphone et voilà, du coup, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, pas de problème. Bon, juste une petite parenthèse, si jamais ça coupe, parce que vous savez que la réunion sur Zoom c'est 40 minutes, là, bah, vous avez juste à vous reconnecter automatiquement, ça le fait. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça se fait automatiquement. D'accord. Enfin, ça se fait, vous retournez sur Zoom, quoi, avec les mêmes codes, voilà. On a fait le tour des travaux, on a fait le tour Alors, avec SVB. C'est ça. on On en était donc au VOG. Donc, Ouais. il a passé la soirée avec nous hier justement pour expliquer un peu tout ça. Oui. Faut se mettre d'accord par rapport au type de carte qu'on veut également. On a un suivi qui peut être intéressant. Faut qu'on choisisse aussi par qui on veut être suivi, c'est-à-dire par quel moyen. Ça peut être par téléphone pour ceux qui sont en côtier. Nous, on va plutôt, je pense, s'orienter par l'AIS, puisque avec l'AIS, ça va permettre d'être capté beaucoup plus au large. Donc, c'est plus intéressant dès qu'on fait une croisière un peu plus longue, quoi. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. On a parlé de l'AIS aussi. Ce qu'il conseille pour avoir une meilleure réception et une meilleure émission également, c'est de mettre du câblage beaucoup plus gros. Il met du 1 cm² pour relier à l'antenne jusqu'à son AIS. Ce qui fait que ça marche assez bien, il paraît comme ça. Donc on va tester le fonctionnement. Donc sachant que l'idéal pour lui, c'est toujours pareil, c'est de mettre l'antenne la plus haut possible, la plus grande possible, avec le câble le plus gros possible et la moins de longueur possible. Donc tout n'est pas possible, parce que si vous le mettez tout en haut du mât, ça vous fait beaucoup de câbles et vous allez perdre tout le long du câble. Donc nous, on a pris l'option, on a une antenne de 2 mètres qui se trouve sur le portique à l'arrière, et on va sûrement augmenter le diamètre du câble pour avoir une meilleure réception, puis bien soigner ses soudures. Et normalement, surtout que l'AIS qu'on a commandé, c'est du 5 watts, donc il est au-dessus des AIS de base qui sont en 2 watts d'émission. Donc on devrait théoriquement être capté assez loin en mer, ce qui peut être intéressant pour le suivi du bateau, quoi. Surtout quand on en sera à préparer la navigation, où on se mettra d'accord ensemble en fonction de la météo et des options météo à prendre, voir les routages. Ça vous permettra de voir le suivi en réel du routage et des décisions météo, et éventuellement voir s'il y a une anomalie. Et ça vous permettra ensuite au débriefing d'en parler ensemble pour qu'on voit pourquoi et comment, qu'est-ce qui a fait que ça a changé de cap, comment ça a évolué au niveau météo, ou si le briefing, ce qu'on avait prévu au briefing était juste, ou si routage, et si le routage par exemple s'est planté, ce qui peut arriver, et pourquoi ça s'est planté, et qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça peut être intéressant que vous puissiez suivre
la route directement, au moins par le tracé, même en étant assez au large. Qu'est-ce que vous utilisez comme fond de carte? Comme eux, Comme fond de carte? par rapport au blog, Non, pour par la rapport à navigation. votre logiciel de navigation. bah, là pour l'instant, on est sur OpenCPN, mais on va prendre aussi une tablette parce qu'on a OpenCPN et puis on a, comment ça s'appelle, sur les... L'appareil qui est là, je sais Non, plus. sur un GPS. Attends, bouge pas, je ne rappelle jamais. C'est pas le nom non plus. Avionics? C'est pas non, je crois. Non, non, c'est pas Navionics. Hein. Non. Non, non. Ça... T'as le nom? J'essaie de le sortir. On en a deux. Et d'ailleurs, ça nous raconte l'histoire du rocher, ça. Ah oui, l'histoire du rocher, ouais, voilà. Une petite parenthèse, enfin, quand on était en Espagne cette année, c'était au retour, hein, il me semble, hein, quand on a passé le Cap Finistère, on avait donc notre tracé sur la tablette. Et Laurent a eu je sais pas, il a dû avoir un pressentiment. Il a regardé donc justement sur l'appareil qu'il va vous montrer. Et sur l'appareil qu'il a regardé, il y avait un rocher qui n'apparaissait pas sur l'autre. Je vais voir peut-être. Ouais, c'était. Donc c'est bien un Avionics. Mais j'étais pas sûr parce qu'on en avait deux. Celui d'avant, c'est pas là. Mais ce que disait Mus, c'est que donc j'ai mon suivi de route que j'ai sur mon PC de bord, où je suis une chose, mais j'ai un GPS avec ma carte intégrée à côté, qui est sur une autre formule. Donc du coup, ça m'arrive assez souvent, quand je m'approche des côtes, quand je choisis des mouillages, de comparer mes deux cartes pour voir s'il n'y a pas un bug quelque part. Et là, ce qu'expliquait Mus, c'est ça, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait effectivement, il y avait un bug. À un moment, il y avait un rocher sur une carte, alors que sur l'autre, il me donnait 40 mètres de fond, quoi. Donc, effectivement, quand on est passé à côté, on a vu nettement les remous qui étaient là, quoi. Il devait y avoir 20 cm d'eau en surface. Bon, mais là où était le rocher, représenté le rocher, c'était une carte Chaume. Ouais, c'était une reprise du carte Chaume, ouais. Et alors que l'autre, c'était une C93 qu'on avait sur OpenCPM. C'était des reprises. Et en fait, on se dit toujours, les cartes, de toute façon, les rochers, tout ça, ils n'ont pas bougé, on va les avoir. Mais on s'aperçoit que sur certaines cartes, ça n'a pas été reporté correctement. Ouais. Et ça peut poser de gros problèmes. Donc c'est pour ça que quand on navigue, j'ai toujours mes deux systèmes de cartes. Au cas où, quand j'arrive dans des zones un peu... près des côtes, dans les zones rocheuses, je me méfie, quoi. Pour la cartographie, je ne sais pas si vous connaissez SAS Planet. Non, du tout. C'est quoi ça? Alors, SAS Planet, c'est un logiciel en ligne qui a été développé par des Russes qui permet de récupérer de la carto, de faire ses propres cartes. Ah ouais? Ils doivent être carto, hein. Pardon? Les Russes doivent être très forts en carto. Oui. Du coup, c'est du Navionics pour ce qui est de la navigation. Et on peut superposer dessus des... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. On t'écoute, c'est pour ça qu'on ne bouge pas, on t'écoute. Du coup, on choisit les niveaux de zoom qu'on veut et on peut même intégrer de l'image satellite. Ah oui, Donc moi, j'ai créé une base de carto pour toute la Méditerranée avec un niveau de zoom assez important. Et le dernier niveau de zoom, quand tu zoomes, tu es sur une image satellite. Et je trouve que quand on approche d'une baie, d'une plage ou quelque chose, on voit sur les images satellites parfois les rochers. Ouais, ça permet. C'est quelque chose que j'ai. Il doit y avoir à peu près 30 gigas de data que je peux communiquer par WeTransfer et que tu peux après utiliser sur OpenCPN ou moi j'utilise QTVLM, mais ça fonctionnera aussi sur OpenCPN. Ah ça c'est super ça. C'est intéressant. Alors,
Surtout que le satellite, comme tu dis, pour savoir où tu vas acheter l'encre, c'est assez sympa aussi de repérer les zones de sable. Ça t'évite des gros déboires si tu te retrouves plutôt que de te retrouver dans du rocher où ça dérape ou ça coince au contraire. Hein. Et surtout, moi je trouve ça très bien. Un mouillage de nuit et tu peux trouver tes zones de sable de nuit grâce juste à la vue satellite. Quoi. Ouais. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Olivier, c'est un bon truc, Olivier. Ouais. Donc le travail de récupération des cartes est fait. Donc j'ai ces cartes qui sont disponibles. Après, il faut trouver un moyen. Donc il y a des sites pour transférer des gros fichiers, quitte à le découper en petits bouts. Ouais. Et puis je peux les transmettre comme ça, quoi. Ouais, je pense que c'est utilisable autrement que sur OpenCPN ou sur autre chose? Alors moi, j'utilise QTVLM. C'est un autre logiciel qui est beaucoup plus performant pour le routage, par exemple, qu'OpenCPN, que je trouve un petit peu laborieux. Oui, au niveau routage, c'est pas terrible à OpenCPN. Non, ça vaut pas. Par contre, QTVLM, c'est très bien. On peut demander un routage avec des pas qu'on paramètre. On peut dire, voilà, je te donne cette route, enfin ce point de destination, point de départ, et tu me fais des routages avec un pas de 2 heures, 3 heures, 5 heures, une journée. Il va chercher le fichier GRIB et ça permet d'avoir tout de suite une estimation en fonction de l'horaire de départ des vents qu'on va avoir. Ouais. C'est intéressant. Et tu peux amener l'AIS dessus. Oui, tu peux amener l'AIS, tu peux faire remonter toute ta centrale de navigation, girouette, loc, Speedo, tu peux tout faire remonter. Ouais. Et sur l'AIS, il va gérer les cibles et les routes à collision avec des systèmes d'alarme. Ouais. Ça, c'est un peu comme OpenCPN, par contre, on n'est pas trop mal là-dessus. Ouais. Tout à fait, ouais. Bah, j'irai voir quand même parce que c'est intéressant ça. Ouais. Ça vaut peut-être le coup de changer, de passer d'eau. Surtout, ça doit être assez semblable dans son utilisation. Moi, sur le bateau, il y avait OpenCPN, donc j'ai commencé avec ça. J'avais déjà regardé un petit peu QTVLM, et ça me semblait un petit peu compliqué. Et puis j'y suis revenu avec quelques tutos et je le trouve beaucoup plus ergonomique et je le trouve plus puissant qu'OpenCPN. Ouais. Plus stable. Il existe une version tablette d'ailleurs. Ah ouais, parce que ça c'est intéressant aussi, parce que écoute, ça c'est un bon truc, on ira voir parce que je vais aller voir ça cette semaine. Alors, pour ce qui est de la carto Méditerranée, du coup, vous n'avez pas besoin de vous embêter. J'ai déjà fait le travail de récupération, donc il faut trouver un moyen de vous la transmettre. Ouais, c'est super gentil, Olivier, c'est génial. Parce que le CM93, il date un peu. Il date pas mal, et puis pour la Méditerranée, il est assez pauvre. Hein. Ouais. Il est assez pauvre. Donc, est-ce que certains d'entre vous utilisent Avalon Offshore? Je connais pas. Non. C'est français? Ouais. Donc après, je sais pas. Non, ça a l'air très bien. Je l'ai essayé juste en simulation, il a l'air bien, mais je l'ai pas essayé en vrai. Puis c'est payant, mais c'est pas très cher. Je crois que c'est 70 € à vie, quoi, après. Et c'est sur quoi? Tu peux le mettre sur quel... Alors, c'est pas sur PC, c'est uniquement sur tablette ou smartphone. D'accord, tablette. Hein, donc, on récupère toutes les données, on peut même lui donner une date et une heure d'arrivée, et en fonction de ça, il va calculer le départ. Il récupère les fichiers GRIB au fur et à mesure, apparemment comme QTVLM. Ouais. Bah écoute, on étudiera. Mais moi, comme j'étais plutôt OpenCPN jusqu'à maintenant, je trouve que l'idée de QTVLM, ça me parle assez parce que comme je suis souvent sur PC, c'est le côté que toi. Le fait qu'il fasse les deux, c'est bien. Et le fait qu'il fasse les deux, c'est le côté sympa parce que justement, je voudrais passer en tablette sur certains trucs et c'est pas mal de se retrouver un peu avec le même fonctionnement sur l'un que sur l'autre et pas de dire celui-là il fonctionne comme ça, l'autre il est un peu différent. Si tu veux au niveau réflexe, ça va être beaucoup plus simple à gérer. Moi j'avais essayé un petit peu, mais c'est vrai qu'il a l'air hyper compliqué. Alors il faut peut-être s'acharner un petit peu et puis au bout d'un moment on le maîtrise, mais
C'est vrai qu'OpenCPN paraissait plus simple, mais je vais réessayer. Ouais. Et puis voilà. Ouais, Moi, il faudra que je parte à Dortmund. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer des nouveaux trucs. Hein. C'est aussi le. Ouais, Oui. le plus important, c'est de maîtriser son outil, hein, avant tout. Hein. Ouais, Ah bah oui. bah, c'est ça. Mais Pour prendre une décision, il faut avoir tout sur la main. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à passer d'une application à l'autre, parce qu'alors, pour avoir toutes les données, pour savoir ce qu'il faut faire, c'est pas évident. C'est bien quand tout est réuni sur la même application. oui, oui, tout à fait. Il faut que ça soit réuni sur la même application et puis qu'on ait. C'est ça. Puis pas trop changer de système à chaque fois parce que des fois ça pose problème. Il faut être spécialiste sur une application, en fait. Ouais. Donc, ça pourrait faire peut-être l'objet d'un autre sujet où je pourrais éventuellement vous faire une démonstration en partageant mon écran. Ah oui. Ah ça serait top ça. Ah oui, bonne idée, ouais. Très bonne idée. Ça serait justement là pour enrichir le groupe. Ça, c'est le genre de truc. Je pense que tout le monde est preneur là parce que. De découvrir. Ouais. Ouais. C'est les mêmes fichiers GRIB. C'est les mêmes fichiers GRIB qui peuvent être téléchargés. Enfin, on fait une demande de fichier GRIB. Ouais. Ça se télécharge automatiquement par rapport à une zone, comme pour cette GRIB ou autre chose. Ouais, tu prends les fichiers GRIB que tu veux. Tu peux aller chercher des fichiers GRIB de courant. Tu peux combiner, tu peux transformer deux fichiers en un seul fichier. Donc si tu as un GRIB de courant et un GRIB traditionnel avec les vents, les vagues et tout le reste, et le logiciel va du coup utiliser tout le VLM, je trouve très puissant, je trouve plus stable qu'OpenCPN. Ouais. Qt-VLM est développé par une personne, alors que OpenCPN c'est l'open source. C'est open source, oui. Ouais, c'est open source. D'ailleurs, j'ai vu que vous utilisiez une vieille version. Oui. Sur une vidéo, on voit votre écran, j'ai dit tiens, c'est curieux, ils ont une version ancienne. Oui, c'est une version. Parce que justement, j'étais tellement habitué à celle-là. Mais par contre, sur l'autre ordinateur de secours, c'est la nouvelle version. D'accord. Donc avec plus pas grand-chose qui évolue. Ouais. Oui, je crois que la différence, c'est qu'il y a une personne ou il y a une petite équipe derrière QTVLM. Et je pense que c'est un peu plus stable qu'OpenCPN. Ouais. Et donc, Olivier, ça peut se mettre avec un iPad, c'est possible aussi? Ah, sûrement, ouais. Sûrement. Donc la tablette et ordinateur. Alors, donc le logiciel ordi est gratuit et je crois que la version pour la tablette est payante une fois, hein, il n'y a pas d'abonnement. Et ils ont une troisième application qu'on peut mettre sur un téléphone pour avoir, par exemple, sur ton téléphone les informations de ta centrale de navigation. C'est bien. À voir. Effectivement, avoir une deuxième source de, comme tu le disais, Laurent, parce que moi je n'utilise que Navionics. Oui. Donc là, je vais m'abonner à Cellgrib pour pouvoir commencer à m'habituer à faire du routage. Moi, je suis à La Rochelle et le plus loin que j'ai été pour l'instant, c'était Bilbao. Cet été, je vais commencer à vraiment naviguer. Le bateau, je l'ai que depuis 2 ans. Ouais. Et je veux aller en Méditerranée. J'ai pris une place, je suis en liste d'attente à Istres. Ah oui. Le port s'agrandit et j'ai ma place dans 2 ans et demi. Hein, pour info, soit dit en passant. Donc, s'il y en a qui cherchent des places, il faut aller à Istres, là. Hein, il y a de la place. Par contre, c'est les tombeurs. Oui. Au niveau Méditerranée, nous on sait qu'au niveau du Golfe et du Lion, pour le 4, c'est l'un des moins chers. D'accord. Pour le 4, ouais. Comme actuellement. Mais il faut avoir de la place aussi. Le port s'agrandit. Ah oui. Ça va grandir de 250 places. Ouais. Ils font des travaux en ce moment en Méditerranée, ils agrandissent les ports pas mal, ouais. Ouais. C'est plein, hein. Istres, ça passe de 120 à 260 places. Ah oui, ils grandissent là-bas. 1500 à peu près. Ouais, pour le 4, il y a 2 bassins, je crois, si mes souvenirs sont bons là-bas. 3 bassins. Dans le 4, il y a beaucoup de vent. Oui. Beaucoup de vent, ouais. Aggravé par le fait qu'il y a des montagnes autour, donc ça fait un effet d'ambiance. Oui. Quand on part du port, on a l'impression qu'on est dans la tempête, et puis dès qu'on est sorti, dès qu'on est allé un peu plus loin dans la Méditerranée, c'est bien plus calme. Oui. Là-bas, c'est le couloir tramontane.
me souviens d'un passage à Port-le-Cat, et il y a même un bateau qui était sur mer qui s'est cassé la figure à cause du vent. Hein. Ouais. Bah, en Bretagne, ça arrive souvent quand il y a la tempête. C'est un spot de windsurf. Hein. Ouais, il y a les records de vitesse là-bas de planche à voile qui étaient dans le secteur. Il y a de l'air. Donc, pour revenir au comment ça, à QTVLM, ça paraît pas mal d'essayer parce que justement, comme ça paraît assez complet, pour l'avoir sur tablette et puis sur ordi, c'est quand même hyper intéressant d'avoir le même fonctionnement. Puis a priori, c'est pas trop cher, tu disais, donc sur tablette, ça serait un paiement à vie, quoi. Oui, c'est un paiement à vie, je crois que c'est de l'ordre de 50 balles, mais je suis pas sûr. Et du coup... Pardon? Il y a des mises à jour aussi à faire. Ah oui, le logiciel, oui, c'est vivant. Hein. Il y a, de temps en temps, il y a des mises à jour. Je pense que c'est quelque chose. Après, il n'y a pas beaucoup d'engagement, c'est un logiciel d'Intos. Hein. Ça n'empêche pas de garder OpenCPN sur la machine. Non, c'est pas mal, non, parce que c'est vrai que si en plus, au niveau Méditerranée, on arrive à avoir des cartes assez complètes. Alors, ça c'est indépendant du logiciel, hein, de toute façon. Oui, c'est comme OpenCPN, mais... Voilà, mais je vous ferai passer, donc on trouvera un moyen pour transférer ça. Et voilà, j'ai toute la Méditerranée de la Turquie à Gibraltar. Ah ouais. Et j'ai fait des images satellites. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut en rajouter au fur et à mesure. Hein. Donc j'ai fait la Corse, ce qui m'intéressait, les Baléares, la côte française qui m'intéresse aussi. Mais c'est quelque chose du coup qui est sympa parce qu'on se fait ces cartes sur mesure. Oui. Donc ça c'est fait avec SAS Planet, le logiciel russe. Ouais, c'est ça. Relativement simple à utiliser. Il faut une bonne connexion parce qu'il faut télécharger toutes les tuiles. Mais on se fait ces cartes sur mesure. D'accord. Ça j'ai noté. SAS Planet donc. Mais donc c'est. Mais t'es basé où toi, Olivier? À la montagne. Alors. Non? Moi, je suis dans les Alpes. Ouais, pour l'instant, je sais que tu fais guide. Je me rappelle que tu. Oui, des guides de montagne. Tu t'emmènes les gens en rando, c'est ça? Non. Mais pas sur le bateau. Ouais. Mon bateau est à Port-Saint-Louis, à Port-Navis-Service. Il est à sec. D'accord. Il est à sec et comme je suis loin, c'est compliqué de garder un bateau. De toute façon, c'est très compliqué d'avoir des places. Ouais. Même autour de Marseille, c'est pas possible. Donc il est à Port-Navis, voilà. Ok. Parce que, et du coup, quand tu navigues, tu fais quoi? Tu pars sur longtemps? Tu arrives à faire, je sais pas, tu es peut-être saisonnier, tu arrives à faire des trucs pour te libérer du temps Alors, le dernier bateau que j'ai là, que je pense garder un petit moment, c'est tout récent, parce que je l'ai acheté au mois d'août. Avant, j'avais un bateau en copro avec des copains et on naviguait, c'était Corse, Baléares, ce secteur-là. Mais l'idée, c'est d'ici 2 ans de partir loin, de vivre sur le bateau et traverser l'Atlantique vers le Brésil et faire un petit tour. Le Brésil. Voir le voilier Imagine. Ouais. Non, mais c'est sûr que nous, c'est pareil. Quand on ressortira de la Méditerranée, là, parce que dès qu'on a un peu écumé le secteur pour voir, parce que c'est sympa à faire aussi. Donc après, effectivement, nous, c'est la descente et puis ça a toujours été notre truc Brésil. Et puis mon rêve, c'est vraiment la Patagonie. Après, ça, c'est... On partage les mêmes rêves. Ouais. J'ai navigué avec un skipper grec qui a fait les canaux de Patagonie avec un Mélodie. Il a fait un tour du monde
avec son bateau. Il a vendu en cours de route. Il est rentré après sur un kata, mais il a fait des canots de Patagonie avec un Mélodie. Ouais. Ouais. Et l'idée de l'avoir complètement mis à poil et d'avoir mis l'isolant sur toutes les parois, c'était un peu dans l'idée d'aller passer les hivers là-bas, toi. Enfin, tout au moins, peut-être pas l'hiver, mais au moins l'été austral. Ouais, je comprends. Ouais. Les Antilles, ça m'excite pas trop, mais c'est-à-dire que ça devait être joli, mais c'est l'ambiance qui y règne qui est un peu plus. Voilà. Ce qui me manque, c'est les espaces. Toi, nous, on aime bien aller dans les coins un peu paumés d'Angleterre, d'Écosse ou d'Irlande, tu vois, où tu as des paysages qui sont assez cool, où tu peux, bien que ça paraisse sauvage, tu as des mouillages qui sont relativement sûrs, tu peux laisser ton bateau puis aller randonner ta journée dans la lande ou... Ça, c'est le paradis, tu vois. Si vous avez des tuyaux sur les mouillages là-bas, puisque j'y vais le mois prochain, le mois d'après, ça m'intéresse. Tu pars d'où? Là, je suis à Redon. Ouais. Je vais m'arrêter à Arzal faire le carénage et ensuite je remonte pour traverser en Angleterre et je passe par la mer d'Irlande. Ouais, bah c'est ça. Bon, de toute façon... mer d'Irlande, c'est un peu moins sympa parce que toi, c'est un peu fermé. L'idéal, c'est toute la côte ouest qui fait assez peur aux navigateurs, mais tu as des abris tous les 10 000, toi, même pas. Ah oui? Ouais. Alors, faut passer à côté du Fastnet. Bah, tu vas sur Cork. Ouais, toi, tu remontes sur Cork. Tu n'es même pas obligé d'aller Cork, mais là, tu as des grandes. T'as des grands mouillages, en fait, tu rentres entre des îles, entre les choses, ça bouge plus, quoi. La mer est plate à ces endroits-là. T'es protégé de tous les vents. À l'Irlande, ça se traverse facilement. Là, il y a combien? Il y a 2 jours? Ouais, 1 jour et demi. 1 jour et demi, t'es arrivé. Hein. Un monocoque, ça fait peut-être 2 jours. Hein. Si c'est un monocoque, ça peut faire 1 journée et demie. Ouais, nous, avec monocoque, 1 journée et demie, mais tu pars. L'avantage que tu as là-bas, c'est que tu as des vents en général assez réguliers, assez soutenus. Ouais. Si tu choisis une bonne météo pour partir, pour peu que tu sois au bon plein, au travers, surtout sur un mélodie, tu vois, ça marche bien au bon plein. Tu descends pas en dessous de 6 nœuds, tu les fais en 1 journée et demie, t'es arrivé de l'autre côté. En tout cas, tu vois les côtes, quoi. Même si t'es pas encore au mouillage, mais... Vous conseillez la côte ouest de l'Irlande? Ah ouais, parce que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus sauvage. T'as des pubs sympas avec des ambiances. T'as des ambiances sympas, toi. T'es vraiment dans le terroir, mais t'as des... Ah, t'as parlé de pub, Mumu, elle revient direct. Hein. Ah, direct, bah, ça, je sais comment l'a tiré. Hein. Et toi, il m'a cerné, merde. Toute la côte ouest, l'avantage, c'est que t'as des grands fjords, quoi. On peut appeler ça des fjords. Tu rentres un peu partout, et ce qui fait que des fois, tu sors en mer. Ouais. Quand on voit que c'est très découpé, on se dit, oula, ça doit drôlement bouger, là. Il y a toute l'Atlantique qui vient déchiqueter le truc. Ça doit être assez... Non, parce que toi, c'est pas droit, ouvert comme ça. Très souvent, même si tu as une partie un peu ouverte où tu rentres, c'est houleux, tu tournes à droite ou à gauche, tu as des petites embrasures, des machins qui... En fait, tu rentres de 100 mètres dans les terres, et là, ça bouge plus. Toi. Même si tu vois en bout la houle qui rentre, toi, tu es tranquille, quoi. Seul truc, c'est qu'il faut que tu sois sûr de ton moteur, que tu aies assez de puissance, parce que... des fois, tu n'as pas beaucoup de place pour manœuvrer, toi. Tu peux pas tirer toujours des bords entre les cailloux. Et que tu as une puissance. Beaucoup de marnage. Beaucoup moins qu'en Bretagne Nord. Hein. Là-bas, le marnage, tu as 2 mètres aux grandes marées, quoi. 2 mètres 50. Donc, t'es pas aux 12 mètres de Saint-Malo. Hein. Et il paraît qu'en Angleterre, là, ils ont une autre façon de compter les marées en Angleterre.
C'est-à-dire que le point zéro, c'est pas le même que pour nous. Oui, c'est parce que nous, on met aux marées les plus basses. Mais ça, c'est sur les cartes, ouais. Sur certaines cartes. Mais si tu vas avec tes cartes à toi, ils sont normalisés. Hein. Rien. Tu vas avec tes cartes de ouais, commerce. mais disons que si on prend une info par Internet sur les heures de marée avec les profondeurs, tout ça, peut-être qu'il donne une info, si c'est une info anglaise, il la donne avec un niveau d'eau qui ne correspond pas à nous, à notre échelle. Si, ils correspondent maintenant. En fait, c'est sur les vieilles cartes que tu trouves c'est des sondes, en fait. Les sondes ne sont pas au zéro des... Enfin, le zéro des cartes n'est pas aux marées les plus basses. Ils sont aux marées médianes. Non. Mais sinon, non, sur ce qu'ils te donnent, tu les as donnés comme nous, quoi. Ils sont normalisés de ce côté-là. Par contre, si tu navigues avec des cartes qui ont 30 ans, 40 ans, tu vas avoir des sondes qui ne sont pas les bonnes parce que tu vas avoir des mi-marées au lieu d'avoir des marées les plus basses. Moi, je ne suis pas trop carte, je suis assez électronique. Donc là tu n'auras pas de souci. Mais donc, je te conseille vraiment toute la côte ouest. Tu passes de Cork et tu remontes doucement par saut de puce parce que tout vaut le coup. Et tu rentres dans les terres et En fait, des fois, tu sors et tu n'as que 5000 à faire, même pas au large, quoi. Et bien sûr, tu peux faire plus, hein, mais si jamais tu vois que ça va pas, tu peux faire demi-tour ou le prochain abri, tu as 5000, quoi. Donc, c'est pas méchant. Bon, impeccable, alors. Et là, c'est le côté... ça commence à me démanger, là. C'est le côté ça. Et tu vas voir, on y prend goût. Au côté sauvage, même si c'est un peu frais des fois, c'est vrai qu'il fait plus frais en Irlande qu'en Bretagne Nord, tu vois, même en été, tu vois. L'Écosse, c'est notre Patagonie de notre côté, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais je te conseille cette côte-là. Par contre, si tu montes en Écosse et que tu montes assez haut, là, tu vas avoir des courants violents avec du marnage. Après tout le chapelet d'îles qui se trouve après l'entrée du canal calédonien. Là, tu as des coins, c'est que du récif, des courants violents et des grandes houles. Tu vas au mois de mai-juin, tu as tous les trains de houle qui ont traversé l'Atlantique qui t'arrivent. Des fois, tu peux avoir des houles de 10 mètres de haut. Là, ça devient costaud, quoi. Donc, mais bon, c'est en haut. Après, tu choisis, quoi. Et si je t'ai un conseil à te donner aussi, si un jour tu as l'occasion, c'est de faire le canal calédonien. Tu peux oui, je me suis renseigné, ça fait longtemps, en fait. Mon idée était d'aller en Écosse, c'était parti de là au début. Mais je ne sais pas si je vais le faire, parce que comme je suis seul à bord, déjà, j'ai fait tout le canal du Midi avec le canal des deux mers tout seul pour passer les écluses. C'était chaud quand même. Hein. Ouais, t'as pas tant d'écluses que ça. Hein. T'en as moins que dans le canal du Midi. Et tu navigues après dans les lochs. Hein. Tu passes dans le Loch Ness et tout ça. Ça peut être sympa aussi. Avec les vieux châteaux hantés écossais. Voilà, ça va être... C'est les châteaux. C'est autre chose. Mais c'est pour ça qu'on a aussi envie de descendre... aussi voir un peu ce qui se passe très sud pour voir... Voilà, bien sûr. Puis d'approcher d'un glacier en Patagonie, ça doit être quelque chose, quoi. Ça doit être génial. Ouais. C'est génial. C'est les rêves de gamin. Ouais. Oui, voilà. Ouais. On va d'abord au chaud, puis après... Ouais, bon, voilà. Mais la Méditerranée a son charme aussi, parce qu'on a des choses à découvrir. C'est absolument génial. Je pense qu'on ne peut pas faire le tour de la Méditerranée en peu de temps. Hein. Non, il y a c'est tellement de savoir pour aller en Turquie, toute la Grèce, toutes les îles. C'est la folie, tout ce qu'il y a. Quoi, donc. Historiquement, c'était quand même un grand berceau de la navigation. Quoi. C'était les grands navigateurs. Oui, c'est ça, c'est berceau de la navigation. Oui. Mais c'est sûr qu'une fois la Méditerranée découverte, on va descendre plutôt vers des côtes un peu plus... C'est sûr que nous, faire un peu l'Afrique, et puis après le Brésil, et puis descendre tout du long, jusqu'à la Patagonie, c'est notre truc. Quoi. On ne reviendrait pas en Bretagne, alors on ne sait pas, mais il y a des trucs à voir, c'est sûr. Hein. Après,
la Bretagne, on l'aime, hein. C'est pas le souci. C'est que tant que... Je me souviens des vidéos du voilier Hélène, il disait qu'il regrettait d'avoir commencé par la Méditerranée parce que c'était vraiment trop bien. Ils auraient dû faire les Caraïbes et la Méditerranée ensuite, surtout la Grèce. Ah oui, mais... C'est même encore mieux. Bah, c'est-à-dire que nous, en naviguant dans les Antilles, c'est pas ce qu'il y a le... Enfin, c'est... Il y a beaucoup trop de... C'est trop superficiel par rapport... Je trouve qu'il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de bateaux réunis, ça fait des garages à bateaux dans les mouillages, ça fait des trucs. Et on perd un peu le côté pur qu'on peut avoir. Parce que, je sais pas, une rencontre, par exemple, je pense une rencontre, parce qu'on dit on va aux Antilles, on rencontre pas mal de gens. Mais finalement, on va se retrouver sur un bateau, on va prendre l'apéro, on va discuter, ça va être sympa. Mais ça va se reproduire de façon indéfinie. C'est toujours un peu la même histoire, les mêmes choses, le même apéro. Alors que si vous descendez dans des coins un peu sauvages, en Écosse, alors en l'occurrence on monte, mais si on va en Écosse, en Irlande ou côte ouest, si vous allez en Norvège, en Suède, quand vous allez rencontrer des navigateurs, vous en rencontrez moins, mais vous avez des discussions d'expériences qui sont beaucoup plus profondes. On va avoir des personnes qui ont vécu des choses un peu... Enfin, humainement, ils ont pas mal de trucs à ressortir. On est à chaque fois un peu sur le cul de voir que des fois des petits bonhommes, des petites bonnes femmes qui ressemblent, qui paraissent pas, qui payent pas de mine et qu'on fait des trucs de géants, quoi, des trucs énormes. Dans les Caraïbes, ce qui a l'air joli quand même, c'est les Sandblas. Ah, les Sandblas. Ils y sont allés beaucoup et ça fait vraiment très envie, quoi. Mais le reste, effectivement, bon. Et les Sandblas, ça a perdu un peu, ça commence à être un peu plus touristique, hein, avec les Indiens. Les Indiens Kunas, mais il y a quand même 600 îles et la plupart sont désertes, hein, mais si vous allez au Sandblas sans eau, si vous avez besoin de faire de l'eau, il y a beaucoup de pluie là-bas, donc vous récupérez l'eau sur le puits, mais en plus les îles sont des éponges. C'est des îles très basses qui sont des éponges. Et là, il y a de la marée, et en fait, quand vous allez au centre des îles des Sandblas, très souvent, comme il y a beaucoup de pêcheurs, ils s'arrêtent, ils refont leur plein d'eau comme ça, d'eau douce, et il y a des tas de rochers. Vous poussez les rochers, vous les voyez, c'est un monticule, poussez le rocher, et il y a un trou, vous enlevez la dernière grosse pierre, et en fait, il faut y aller quand la marée monte. Et quand la marée monte, comme c'est un truc d'éponge, il a beaucoup de pluie, l'eau douce est en surface, l'eau de mer est au fond, et quand la marée monte, elle pousse l'eau douce en surface, et ça remplit ce bac, vous pouvez remplir votre eau avec de l'eau douce, qui n'est pas du tout saumâtre. Donc c'est un truc à faire. Physiquement, c'est génial. C'est comme ça que les Indiens Kunas récupèrent leur eau douce parce qu'ils sont en pirogue en fait, et comme ils partent loin, ils rentrent pas forcément chez eux, donc ils s'arrêtent sur des îles désertes, il y a des petites cabanes un peu partout, et ils prennent l'eau comme ça, quoi. D'accord. Donc ça, bon, c'est un charme aussi, hein. Par contre, au niveau tirant d'eau, faut pas avoir trop de tirant d'eau pour aller là-bas parce que c'est peu profond. D'accord. C'est pas pour maintenant. Non. Malheureusement. Mais bon, voilà. Quant à c'est pour ça, nous, bon, la Méditerranée aussi, on veut le faire. Moi, je l'ai fait quand j'étais dans la vingtaine. J'avais une vingtaine d'années. Mais donc, ça a dû changer, certainement. Mais j'ai quand même envie de... Pimu, connaît pas. Moi, donc, connais on pas a du envie tout. d'aller découvrir ce coin-là, quand même, parce que ça nous tente bien, quand même, parce qu'il y a des paysages. Ouais, c'est ça. Puis la différence avec l'Atlantique, c'est les marées. Enfin, je veux dire, on se préoccupe pas de ça. C'est totalement différent. Donc, c'est pas du tout les mêmes navigations. Et puis, et je pense au niveau des vents aussi. Voilà, en Méditerranée, on peut avoir le calme plat, ça peut monter à 10 nœuds, 20 nœuds, 30 nœuds en quelques temps, en quelques minutes, et en quelques heures, je veux dire, mais par rapport à l'Atlantique, où on a quand même des prévisions qui sont fiables, quoi. Enfin plus fiables en tout cas. Ouais.
Au niveau météo, tu n'auras plus de facilité à naviguer sur les côtes irlandaises. Parce que tu auras une couverture météo fiable. Tu sauras exactement quand le vent, quelle force il a, quand il change. Alors qu'en Méditerranée, c'est pas toujours le cas, quoi. Force, c'est très violent. Et puis il y a une tempête assez énorme là-bas. Ouais. Oui, c'est ça. Et Il y a quelqu'un qui parle, mais je ne sais pas qui c'est. Pour la navigation méditerranéenne, je dois signaler la chaîne YouTube d'un dénommé Raf Kramat. Je ne sais pas si vous connaissez. Comment tu dis? Il s'appelle Raf Kramat. Et c'est le nom de sa chaîne? Non. Non, c'est alors ce nom, mais avec si tu tapes Raf Kramat, tu vas le retrouver. Ouais, c'est Raf Kramat. C'est un Suisse qui il doit avoir quelque chose comme 35 ans. Ouais. Il s'est acheté un bateau de 8,50 m, je ne sais pas où, quelque part en Grèce, et qu'il a immatriculé d'ailleurs en Pologne, parce que c'est moins cher, et il navigue dans les îles grecques depuis un peu plus d'un an maintenant, je crois. D'accord. Il rate joli. Sachant qu'il est parti de zéro, il avait strictement aucune expérience de navigation quand il a acheté ce bateau. Il a comment dire, arrangé lui-même, équipé lui-même, et puis il se débrouille. Voilà. Ouais, bah c'est intéressant, tu vois. La chaîne est vraiment intéressante. Ouais. Bah, on ira voir, on ira découvrir ta chaîne. Vous nous aviez dit que vous alliez faire un truc sur la sécurité, un topo sur la sécurité. Oui. Vous voulez placer quand à peu près? Bah, y en aura pas mal des tutos sur la sécurité, il y en aura beaucoup et ça va être. Donc, il y en a avant le départ. Déjà, il va y en avoir une juste avant le départ, c'est-à-dire au mois d'avril, quoi, début avril. Ah oui, d'accord, oui. Okay. Et vous nous avez fait un retour, parce que peut-être que j'ai raté le truc, sur Midi Distance. Oui. La dernière fois, ouais. Oui, t'étais pas là? Non, t'étais pas là. Non, hein. J'étais pas là. Ouais. Oui, on a fait notre formation. On a fait notre formation à la journée, là, c'était très sympathique. On a revu un peu les bases. Bon, nous tous les deux, on a nos brevets, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on avait un peu oubliées et qui reviennent très vite. On avait surtout un atelier suture, faire des sutures. Voilà. Alors le champ opératoire, il est là au milieu. Là. Et puis on a fait un atelier intramusculaire, donc c'était aussi très intéressant. Et voilà, non mais c'est vrai que en mer, il peut se passer plein de choses et c'est vraiment intéressant de pouvoir, à un moment donné, si l'autre est en difficulté, de pouvoir l'aider, le secourir. Et non, vraiment, c'était une formation intéressante. Et au niveau de la division 240, est-ce qu'il y a du matériel en plus qu'on vous a conseillé pour ajouter à la division 240? Parce que justement, j'ai revu toute ma trousse hier, là, et je voulais savoir s'il y avait des trucs à rajouter. Bah oui, de toute façon, avant le départ, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois quand on a fait le compte-rendu. On va faire notre pharmacie de bord. Ouais. On va le faire avec vous et avec les types de médicaments qu'il faut emmener, surtout si vous naviguez un peu loin des côtes. Parce que ce qu'on disait la dernière fois quand tu n'étais pas là, on a vu les différents dangers, dont par exemple l'appendicite, crise d'appendicite ou les choses comme ça, ou qui peut s'aggraver fortement, péritonite et autres. Donc là, on a un antibiotique. Un antibiotique extrêmement puissant qu'on a, mais qui doit s'injecter. Donc, d'où l'intérêt de savoir faire des intramusculaires en piqûre. Et puis, on a les choses, surtout sur ce qu'on disait la dernière fois, quand on a parlé chez les hommes qui ont dépassé la cinquantaine, le risque de chute sur les fesses avec un blocage de la vessie. Et blocage urinaire, oui. Blocage urinaire. Donc du coup, ça peut entraîner la mort, parce que du coup, c'est bloqué complètement. Et la vessie gonfle et il paraît que c'est extrêmement douloureux. Donc on a aussi le système de sonde à mettre en place. C'est-à-dire avoir une sonde à bord
là pour pouvoir rentrer une sonde et libérer la vessie avant la mort, quoi, parce que sinon là c'est la mort assurée aussi, parce que ça se débloque pas. Une fois que c'est bloqué et que ça pousse, c'est fini. Mais on peut même en solitaire, hein, on peut faire des choses. Hein, on n'a pas, voilà. Tu pourras si ça doit arriver, on espère que non, mais voilà, on peut se le faire soi-même. Il y a de quoi s'amuser. Mais voilà, c'est plein de trucs comme ça auxquels ils nous ont fait penser. Ils vous ont vendu une trousse avec du matériel. On a toute une liste. On a une liste. Qu'on va partager avec vous, mais sachez que tout n'est pas forcément indispensable. La sonde, par exemple, quand on est une personne à risque, on a passé la cinquantaine, ça peut être intéressant de l'avoir. Alors, si on navigue même à 2 jours d'une côte, 1 jour ou 2, parce que 1 jour, ça suffit pour y passer si vous êtes bloqué. Mais vous faire une intramusculaire pour bloquer une appendicite, si vous êtes à moins de 2 jours d'une côte, c'est pas forcément nécessaire de l'avoir à bord, parce que vous aurez une survie et un secours suffisamment rapide pour vous sauver la vie, ce qui n'est pas le cas autrement. Donc la pharmacie va être vraiment en fonction de votre programme. Si vous faites des croisières plus longues, par exemple chez nous, si vous si vous partez de la Bretagne et que vous rejoignez les Açores par exemple, c'est 10-11 jours de mer, 10-11 jours. Là, il faut prévoir déjà une trousse comme si vous traversiez l'Atlantique, c'est la même chose. Par contre, si ça se... la liste. Oui, on bien vous sûr. en parlera. Ouais, on fera une vidéo là-dessus. Vous aurez la liste, et puis sur le Facebook des équipiers, vous l'aurez en écrit comme ça. Ça sera plus facile. Donc, il y a des petites choses quand même qui sont, c'est vrai qui sont des médicaments ou de base, rien que pour les allergies par exemple, ça on en reparlera, mais vous verrez que voilà, ça aussi ça peut arriver en mer, que ce soit alimentaire, que ce soit par une piqûre de bestiole, enfin je veux dire tout ça voilà, c'est important. On part plus serein quand on a quand même une bonne base. Au niveau médicaments et tout ça, et quand on a acquis quelques gestes quand même, franchement je trouve que c'est important. Donc en plus vous pouvez avoir des formations. Oui. Ce type de formation distance, on peut nous de notre côté essayer de la demander, de solliciter et la faire. Oui, bien sûr. C'est ouvert à tous. Hein. Après, l'idéal, si c'est adapté à votre programme, si vous vivez souvent sur un bateau un peu loin des secours, c'est intéressant de l'avoir, parce que on est amené à avoir un jour un souci, ne serait-ce qu'un coup de baume dans la tête. Comment vous allez faire si vous avez un problème? Donc vous avez toute la partie bilan à faire, savoir s'il y a un risque plus grave, s'il y a un traumatisme crânien, s'il n'y en a pas. Tout ça, vous avez tout le système de test à faire avec ne serait-ce qu'en prenant la tension. Vous allez voir s'il y a une tension fiable. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui nous sont donnés. La couleur de la personne, ses réactions physiques. Il y a plein de choses. Il y a toute une liste d'éléments qui vont vous permettre de faire un diagnostic sommaire, qui vont vous permettre de contacter le médecin en lui donnant déjà les informations par radio, si vous avez la chance d'avoir un médecin à portée radio, d'avoir un pré-diagnostic à lui donner, ça va vous aider davantage. Aussi, et si vous n'avez pas de médecin, ça va vous permettre de choisir un peu les différents ustensiles. Si c'est simplement une ouverture de crâne et que ça saigne beaucoup, on a appris, nous, à graffer. C'est là, sur un crâne, par exemple, on recoupe pas, on agrafe. Hein, on a une petite agrafeuse, clac, 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 et ça se met très bien. Puis après, bien sûr, il faut apprendre aussi comment on enlève les agrafes. Parce qu'à un moment donné, il faudra les enlever, vous ne les laissez pas. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais qui sont hyper intéressants. Voilà. Bon, ça vous bouffe un peu la journée, parce que ça sort un petit peu des coins sympas de la bonne nave. Vous vous dites ça peut m'arriver, ça peut m'arriver, mais le fait de savoir,
ça vous rassure en C'est fait ça. finalement pour la suite parce que à tout moment, quand on navigue à deux, il faut savoir que si on peut compter sur l'autre, c'est pas mal. Et si on est seul, si on peut arriver à se refaire, à se soulager, à faire des choses seul, c'est pas mal. Je me rappelle plus quel navigateur s'était coupé la langue sur un choc. Il a dû se la recoudre. Il a dû se la recoudre lui-même, mais... Non, puis c'est au-delà d'un problème qu'on peut avoir en navigation. Enfin, je veux dire, s'il faut gérer la personne qui est blessée, il faut aussi gérer la navigation. Enfin, je veux dire, si on arrive à un moment donné à prendre en compte la personne qui est blessée de façon plus sereine, et en même temps la navigation, parce que finalement, il faut arriver à faire les deux. Donc, si on n'est pas, si on n'a aucune connaissance et on panique, c'est souvent là qu'il arrive un suraccident. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir, faire une formation et franchement, et ça sert après même à terre. Hein, donc, c'est chouette. Ouais. Oui, ça vous sert tout le temps. Vous avez des questions? Le projet, c'est quand même de pouvoir profiter de nos vies sur notre bateau et de voyager tout le temps. Hein. Oui. Dans la Méditerranée, puis même à... Vas-y. Au Brésil. Oui, le Brésil. Au Brésil aussi. C'est pour ça que pas mal de choses qui nous intéressent. Oui. Et le fait de prévoir, c'est toujours... c'est important pour vous. Vous serez beaucoup plus serein pour naviguer de toute façon. D'avoir ce qu'il faut à bord. Et donc, la pharmacie, elle n'est pas faite n'importe comment. Hein, elle est faite en collaboration avec le centre de secours de Toulouse. Il faut savoir si vous avez un problème au large, si vous avez Starlink, mettons, vous allez pouvoir appeler le centre de secours de Toulouse et ils savent exactement ce que vous avez dans votre trousse de secours. En plus, avant de partir, si vous en partez par exemple pour le Brésil, ce qui est pas mal, c'est de faire un petit check-up avant, de donner tous les résultats, savoir si vous êtes allergique à un produit, tout ça. Vous avez tout un tas de fiches que vous transmettez à Toulouse et ils vont votre dossier comme ça sous la main. Et si vous appelez au milieu de l'Atlantique, ils pourront faire ce qu'il faut, quoi. On fera, en tout cas, on fera une vidéo là-dessus. Et il y a déjà une vidéo que j'ai faite, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur YouTube. J'avais fait une vidéo justement avec le médecin qui nous a fait la formation. Donc si vous voulez aller la voir, elle est sur YouTube. Ça vous donnera déjà un aperçu de ce qu'on peut... J'ai essayé de retrouver les réunions qu'il y a eu et je n'ai pas réussi à retrouver les réunions qu'on a loupées. Ouais, mais par contre la vidéo sur YouTube, je peux vous la transférer en message en privé, hein. Je ferai ça, d'accord? Voilà. Il reste 3 minutes à peine, je crois. Donc si ça coupe, voilà. Est-ce qu'il y a de l'homéopathie dans la trousse de base? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a... J'ai entendu trousse de base. Est-ce qu'il y a des remèdes homéopathiques dans la trousse de base? Dans la trousse de base, il n'y en a pas, mais dans notre pharmacie, il y en a. Ouais. Parce qu'on est assez branché là-dessus. Ouais, nous, c'est les huiles essentielles et tout ce qui est homéopathique, mais ça peut, voilà, on a des trucs quand même, rajouter, mais de toute façon, on a parlé avec le médecin, il n'est pas du tout contre tout ça. Hein. Lui, il s'en sert aussi, mais c'est pas dans la trousse officielle qui est transmise à... Mais si vous lui dites au médecin que vous avez en ligne, je suppose pour certains trucs, pourquoi pas, quoi. Mais bon, c'est sûr. Parce que je pense qu'effectivement, il y a pas mal de situations où ça peut vraiment être la solution sans s'empoisonner, c'est sûr. Puis il y a des choses qu'on peut prendre aussi, on en reparlera, mais avant le départ aussi, pour si on a des angoisses à prendre la mer, si on est malade, tout ça, on n'est pas obligé non plus de prendre des médicaments. Enfin, je veux dire, on peut prendre de façon aussi naturelle, qui marche aussi bien. Donc voilà, mais ça c'est... Tu parlais de ton mal de mer, là, par exemple, avec les essences.
Oui. Avec les huiles essentielles, ouais, Oui. mais même avec... oui, il y a... C'est Après, l'homéopathie, les huiles essentielles, c'est pas la même chose. Hein. Non, c'est non, pas non, la non. même c'est chose. pas ça. Non, on n'est pas sur les mêmes choses. L'homéopathie, c'est du sucre avec de trucs d'eau dilués dessus. Là où les huiles essentielles, il y a des effets actifs. Ouais, c'est Mm. ça. Et puis c'est à prendre avec précaution, parce que les huiles essentielles, c'est quand même la partie la plus pure de la Je pense plante. même que c'est Faut savoir les c'est utiliser, incompatible. quoi. Mm. Les huiles essentielles sont totalement incompatibles avec l'homéopathie parce que ça, il y a des Ah, effets. d'accord. Mm. Ouais, c'est plutôt incompatible. Mm. C'est soit l'un, soit l'autre. Oui, voilà. Oui, oui. Et pour le mal de mer, alors, il y a d'autres médicaments. Opium. Gingembre. Opium. Gingembre, ça marche bien. Ah oui, Et l'opium, ça fait dormir, non? Oui, tu l'avais dit. Mais l'opium fait dormir, mais sinon, ouais, tu dois plus être malade. Tu dors. Est-ce que recommandé? Le gingembre, alors après, ça c'est à chacun, hein, mais le gingembre, moi, ça marche bien. Après, il faut pas en prendre de trop non plus. C'est comme tout, hein. C'est voilà, trouver le juste milieu, mais ouais, le gingembre. Hein? Là, c'est pas en gingembre sucré, pas les gingembres sucrés que tu manges comme ça. Non, c'est du gingembre frais que tu vas râper, que tu peux faire bouillir, que tu vas filtrer, que tu vas boire. Il y a ça, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser, mais voilà, après à chacun de voir ce qui lui convient. Mais ouais, ça marche assez bien, le gingembre. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai jamais vraiment été malade. J'ai eu des hauts le cœur, mais voilà, ça peut bien marcher. Ouais.